Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du décryptage sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de votre émission Angle de vue de ce jour, la reprise du dialogue de la crise burundaise le samedi prochain à Arusha, dans le nord de la Tanzanie. À peine est-il annoncé que le CNARED, la coalition qui réunit la quasi-totalité de l'opposition burundaise, dénonce les conditions de son organisation et pour cause. Le médiateur dans cette crise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, n'a invité que quelques partis du CNARED et non la coalition entière, selon le porte-parole de ce regroupement de l'opposition. Une invitation que les partis invités auraient déjà déclinée. Reprise du dialogue sans une partie de l'opposition au Burundi. Pour quelle finalité? Nous parlerons de ce sujet dans un instant avec nos invités. Et puis en République démocratique du Congo, s'achemine-t-on vers un bras de fer politique entre le pouvoir en place et l'opposition? La tâche semble de plus en plus corsée pour le médiateur togolais Edem Kodjo dans cette crise politique congolaise après l'annonce des manifestations de l'opposition pour le 26 mai prochain pour dénoncer l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise le président Joseph Kabila à rester au pouvoir à la fin de son mandat si les élections pour son remplacement n'étaient pas organisées. Ce sont les pro-Kabila qui sont montés cette fois-ci au créneau, profitant de la célébration de la journée de la libération à Kinshasa. Ils ont tenu des mots très durs à l'égard de l'opposition et de la communauté internationale que nous promettent alors les jours à venir. En République démocratique du Congo, nous ferons le décryptage tout à l'heure même dans cette émission. Enfin, au Burkina Faso, pour dissiper le flou autour de ce sujet qui fait l'actualité depuis quelques jours dans la capitale Ouagadougou, le parquet militaire a dû sortir un communiqué mardi dernier pour démentir l'annulation du mandat d'arrêt international contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara. Qu'est-ce qui justifie autant d'embrouilles autour de ce dossier? C'est une question à laquelle nous essaierons également de répondre avec nos invités. Mais en attendant de découvrir nos invités, de lancer le débat, madame, monsieur, voici un point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Un avion d'Égypte Air reliant Paris au Caire avec 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français, a disparu des écrans radars ce jeudi avant l'aube. L'appareil avait décollé de l'aéroport français de Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris, à 22h45 et devait atterrir au Caire. Deux membres des forces du gouvernement libyen d'Union nationale ont été tués mercredi dans un attentat à la voiture piégée. Les forces du gouvernement d'Union et celles du gouvernement rival basé dans l'est du pays et fidèles au général Khalifa Haftar sont engagées dans une course de vitesse pour être les premières à lancer l'offensive visant à chasser l'État islamique de son fief de Sirte, situé à 400 km à l'est de... 5 casques bleus tchadiens au Mali ont été tués mercredi et 3 autres ont été blessés grièvement lors d'une embuscade dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays, a annoncé jeudi la mission de l'ONU MINUSMA. Dans un communiqué, la mission de l'ONU a précisé que ces soldats appartiennent au contingent tchadien. Pour le décryptage de ce jour sur Sika, je reçois sur ce plateau deux invités. Lamine Cissé est un écrivain sénégalais, consultant en communication et marketing. Lamine Cissé, bonjour et bienvenue sur le plateau de Sika. Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai également sur ce plateau donc Lama Balou, il est journaliste et le directeur de la radio Soleil FM qui émet au Bénin. Donc Lama Balou, bonjour et bienvenue à nouveau sur notre plateau. Bonjour Joël, bonjour monsieur Cissé. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Madame, monsieur, c'était la présentation de mes invités pour le décryptage de ce jour. Le débat démarre après cette virgule. La reprise du dialogue dans la crise burundaise samedi prochain à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, mais à peine est-il annoncé que la coalition qui réunit la quasi-totalité de l'opposition, comme je le disais à l'introduction dans cette émission, dénonce les conditions de son organisation. Donc là, Mabalo, est-ce que vous pensez que ce dialogue, le dialogue dans la crise au Burundi, finira par démarrer réellement un jour ou bien finira par démarrer le samedi prochain à Arusha?
Je dois d'abord dire que c'est un plaisir de parler de l'Afrique, même si l'actualité africaine n'est pas toujours reluisante. Et là, vous nous ramenez dans ce pays, le Burundi, que vous connaissez très bien, que les Africains connaissent très bien. Et lorsqu'on remonte dans l'histoire, on voit un peu les conditions dans lesquelles le président Nkurunziza actuellement dirige le Burundi. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup d'exactions, au point où la procureure de la Cour pénale internationale a ouvert une information judiciaire sur le cas burundais. Vous savez très bien que l'opposition, chaque fois qu'elle manifeste une quelconque envie de descendre dans les rues, eh bien cette opposition est matraquée, vous le savez très bien. Et vous savez très bien aussi qu'il y a des problèmes de sécurité au Burundi. Alors aujourd'hui, il est important que dans ce pays-là, le dialogue puisse enfin s'ouvrir pour que nous ayons des perspectives heureuses pour le Burundi. Ouais. Mais à l'allure où vont les choses, les conditions dans lesquelles ce dialogue se prépare, moi, ne me permettent pas, ces conditions, de penser réellement à une ouverture d'un dialogue franc. Parce que pour moi, un dialogue devrait rassembler toutes les couches de la société, aussi bien l'opposition, la mouvance que la société civile et tout le reste. Peut-être que c'est la stratégie adoptée par le médiateur. Ce n'est pas une stratégie. Il faut peut-être laisser le temps au médiateur d'avancer dans les discussions. Mais le médiateur a déjà envoyé des invitations à une partie de l'opposition. C'est peut-être une stratégie en deux temps. Le médiateur peut-être se dit, ok, je discute avec un camp, avec une partie de l'opposition, après je vois le reste. Mais les revendications sont les mêmes, vous le savez très bien. L'opposition revendique justement la prise du pouvoir ou dénonce la prise du pouvoir dans ces conditions-là par Nkurunziza et sa gestion. Donc à partir de cet instant, on ne peut pas avoir une stratégie qui amène à recevoir d'abord une partie de l'opposition et ensuite l'autre partie. Moi je pense que cette stratégie est inopérante et j'ai même entendu certains dire qu'ils n'ont pas d'abord reçu les invitations, ensuite qu'ils n'ont pas le programme réel de ce dialogue. Alors comment est-ce qu'on peut aller à un dialogue sans même connaître le programme de ce dialogue? J'ai le sentiment qu'on n'a pas envie de faire réellement un dialogue poussé. C'est une parodie de dialogue, si vous préférez l'expression. Mais c'est dommage pour le Burundi. Oui, mais le contraire m'aurait surpris personnellement. On regarde quand même du profil du médiateur. Mais Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, on peut quand même se dire qu'on aura quelque chose de sérieux. Mais ce n'est pas une question de profil, justement. Ce n'est pas une question de profil. Je ne sais pas pourquoi c'est le président tanzanien, l'ancien président, qui a été... Un président qui a accepté quitter démocratiquement le pouvoir. Donc, dans la sous-région ouest-africaine, voilà, vous avez des chefs d'État qui ont quitté démocratiquement le pouvoir aussi et qu'on a désigné pour faire la médiation dans certains pays et vous connaissez les résultats. Donc ce n'est pas le problème du profil du médiateur. C'est beaucoup plus le problème, n'est-ce pas, des personnalités convoqués à ce dialogue pour le développement ou pour la sortie de crise en Burundi. Alors si le médiateur fonctionne comme il fonctionne là, moi il est fort à parier qu'on n'aura pas une solution réelle. Alamine Cissé, vous suivez également l'actualité du côté du Burundi. On l'a dit, le dialogue doit démarrer normalement le samedi prochain, le 21 mai. Mais aujourd'hui, il semble qu'il y a du flou autour. Est-ce que vous pensez que le dialogue va vraiment démarrer le 21 mai? Je pense que, quelle que soit la situation de guerre, on finit par le dialogue. Mais normalement, on finit par le dialogue, mais tel que ça se passe. Oui, mais quand on parle du Burundi, vous avez parlé d'Arusha, moi je parle d'Arusha de Nelson Mandela. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Oui, l'Arusha de Nelson Mandela a entraîné les élections qu'on a eues. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui au pouvoir? On est en train de s'attaquer aux effets, les causes profondes. Parce que le Burundi, il y a plusieurs contextes autour du Burundi. Il y a le contexte historique et le contexte sociopolitique qu'il faut régler. Ok? Parce que historiquement, quand on voit l'évolution du Burundi, des manifestations, des troubles, etc., jusqu'au génocide, on se rend compte qu'il y a... Ce n'est pas le dialogue politique qui peut régler le problème. Qu'est-ce qui peut régler le problème? Le problème est qu'il faut que le Burundi, qu'on attaque la dimension socio-culturelle pour régler ce problème-là. Parce que c'est en fait la motivation profonde de tous ces troubles-là, c'est ça, effectivement. Oui, mais il y a un problème de démocratie à la base. Je sais. Nkurunziza a fini son mandat, il devait partir. Mais il s'est adossé justement à l'Arusha dont vous parlez, l'Arusha de Nelson Mandela, pour dire qu'il faut encore un dernier mandat. C'est ce que je veux dire. Il a faussé, là, le jeu démocratique est faussé, selon l'opposition. En Afrique, les politologues et nos politiciens souvent se targuent à prendre la démocratie à l'occidental sans prendre les contextes sociopolitiques et les contextes historiques du moment. Prenons par exemple le cas du Togo, qui est près de nous ici.
de loin, les gens analysent, et Adema a fait 40 ans, pourquoi le fils au pouvoir aujourd'hui. Mais ils se rendent pas, ils ne viennent pas revisiter l'histoire du Togo et le contexte dans lequel le pouvoir a été pris. Tant qu'on ne fait pas des analyses au cas par cas et qu'on veut globaliser la démocratie et l'impliquer à nos États africains qui sont dans des conditions sociopolitiques disparates, non homogènes mais hétérogènes. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi... Dans le cas du Burundi, justement, qu'est-ce qui, selon vous, vous amène à dire qu'on ne peut pas avoir ce dialogue-là ou qu'on ne peut pas l'avoir comme le souhaite l'opposition? Non, on peut l'avoir. Je voudrais tout simplement dire... Qu'est-ce qui, socialement... Non, je voudrais tout simplement dire, le problème se trouve dans le contexte social burundais, dans le contexte social burundais, à quoi de particulier? Non, on a les Hutus et les Tutsis. Oui. 85% d'Hutus et 15% de Tutsis. Le président Nkurunziza. Nous avons les mêmes éléments à côté au Rwanda. Mais pourquoi on ne se pose pas la question, comment se fait-il que des êtres humains puissent se charcuter, puissent se tuer atrocement? Parce qu'on a découvert qu'il y a 250, depuis la déclaration de Nkurunziza en avril dernier, qui devait faire un troisième mandat, il y a plus de 250 personnes qui sont tuées. Atrocement tuées, ligotées, tuées. Mais pourquoi des êtres humains aussi atroces ont continué à le faire depuis le temps c'est la guerre de la décolonisation. Non, c'est récurrent, c'est récurrent. C'est-à-dire, mais ce n'est pas propre au Burundi ni au Rwanda, ça arrive dans d'autres régions de l'Afrique. On a connu cela au Libéria, on a connu partout il y a une guerre civile. Mais ce n'est pas récurrent au Libéria, c'est contextuel au Libéria. Mais au Burundi, c'est récurrent. Alors que quand c'est récurrent, c'est lié à des facteurs culturels et sociologiques. Alors donc je crois qu'il ne faut pas occulter la stratégie de l'ancien président du Tanzanie. Peut-être que c'est stratégique, je vais à l'encontre de mon co-débatteur. Peut-être que c'est stratégique. Pour moi, la Tanzanie voulait tout simplement être stratégique parce qu'il connaissait mieux le terrain. Parce que regrouper plusieurs personnes à des débats, ça amène à des résultats qui ne sont pas plausibles. Mais à partir des résultats que les négociations vont apporter, l'opposition, dans sa globalité, peut juger s'il se reconnaît dans cette négociation ou pas. Moi, je crois que c'est... Donc, ça veut dire, vous pensez que le président tanzanien, l'ancien président tanzanien, veut faire des débats sectoriels. Ça peut aller pas à pas. Mais aujourd'hui, l'opposition, une partie de l'opposition dénonce, dit on ne l'a même pas invité, on ne l'a même pas dit, ok, attendez, on va vous appeler après. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le manque de dépassement. C'est l'égoïsme de nos politiciens. Ils veulent être à tout point de vue, n'est-ce pas, vus. Alors moi je pense que Tanzanie, le président tanzanien avec toute son expérience, le fait qu'il ait exercé le pouvoir, vous l'avez dit démocratiquement, il a quitté le pouvoir, je pense que sa stratégie, à mon humble avis, ça va être payant dans le court terme. Moi, je suis avec sa stratégie parce qu'en fait... Alors, ou bien quelque part, il veut répondre à ce peut-être que c'est les partis représentatifs qu'il a... Nkurunziza dit qu'il ne veut pas s'asseoir à la même table que cette opposition, qu'il est en train de traiter de terroriste. C'est-à-dire que c'est pour répondre à l'appel de Nkurunziza. Alors, dans ces conditions, ça veut dire que la médiation est partie bancale. Évidemment. Nous pouvons le dire, mais je crois que quelle que soit la durée des conflits, on finira par trouver des solutions. À la paix. Donc là, Mabalo, vous pensez que le médiateur veut faire en griffe les doléances de Nkurunziza parce que c'est lui le président de la République. Quelque part, il faut savoir tailler peut-être une part au président en exercice. Le temps de trouver comment sortir des difficultés. Vous savez, quand on dit que, quelle que soit la durée des combats, on finit toujours par s'asseoir à la table de négociation, ce n'est pas toujours évident. Parce que pour moi, au Burundi, ça n'a fait que trop durer. Monsieur Lamine Sissé a dénoncé lui-même les exactions et je suis d'accord avec lui qu'il y a un problème socio-culturel à régler. C'est pour ça que je suis convaincu personnellement que quand on est dans une stratégie, on dit à l'avance quelle est sa stratégie. Le président, l'ancien président tanzanien aurait pu le dire. Non, aurait pu le dire, je rencontre d'abord une partie de l'opposition, ensuite une autre partie, et enfin une troisième partie. Et si au début, l'ancien président tanzanien, le médiateur actuel avait dit c'est ce que j'ai envie de faire, on l'aurait compris. Mais s'il ne le dit pas,
et qu'il invite simplement une partie de l'opposition, souffrait que nous puissions ne pas être d'accord avec lui. S'il ne le dit pas et qu'on n'a même pas publié le programme, n'est-ce pas, de cette rencontre, souffrait aussi qu'on puisse dire que ça ne peut pas marcher comme ça. Et souffrait enfin qu'on puisse dire que le président Nkurunziza, même s'il est président tout-puissant, ne peut quand même pas refuser d'aller s'asseoir à une table de négociation ou à un dialogue. Aujourd'hui, il dit qu'il ne veut pas s'asseoir. Il les traite de terroristes. Non, mais il estime qu'ils attaquent tout le temps s'il les traite de terroristes, ça veut dire simplement déjà qu'il reconnaît leur existence. Et moi, à partir du moment où vous reconnaissez l'existence d'un groupe armé, vous pouvez accepter de discuter, puisque vous parlez de dialogue. Quel est l'objectif du dialogue? C'est de régler la situation, de ramener la paix. Simplement, je ne sais même pas si le Rwanda est représenté à ce dialogue, parce que moi, je pense que la paix au Burundi dépendra également de la volonté du Rwanda. Pour moi, c'est très important. Vous n'oubliez pas que récemment, au Rwanda, on a dû rapatrier un certain nombre de Burundais. Il y a une crise latente. Non, je ne dirais même pas une crise latente, une crise réelle entre les deux pays. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir de stabilité au Burundi, pour moi, sans l'implication du Rwanda. Ce sont des réalités qu'on ne peut pas affronter. Dont il faut tenir compte. Alors, M. Lamine Sissi, le forfait, il a consommé aujourd'hui, Nkurunziza, du moins, a fait les élections. Il est installé pour son troisième et dernier mandat. Alors, par rapport à cette situation, s'il n'est pas mieux pour le consensus d'aller vers un gouvernement d'unité nationale? Il est d'ailleurs reconnu par la première puissance, les États-Unis. Donc ça veut déclare qu'il est un président légitime. Donc c'est consommé. Alors je crois autant aller vers un gouvernement d'unité nationale. Exactement. Non, non, en fait, ça peut être, ça peut ne pas être fait. Parce que tu sais, dans nos pays africains, souvent, tout le monde veut aller dans la gouvernance. Je crois qu'un pays ne peut vivre que démocratiquement, que par l'opposition, une opposition constructive. C'est ça. Mais le problème, le président du Rwanda a tiré sur la sonnette d'alarme en disant que de faire attention, parce que la situation, il y a moins de situations au Rwanda, ils sont allés au génocide. Donc ce qui se passe, toutes les conditions sont réunies au Burundi pour aller vers le génocide. Oui, mais alors justement, au regard de cette situation tendue, est-ce qu'il n'est pas mieux de préconiser un gouvernement de sortie de crise? C'est ça, effectivement, il faut que Nkurunziza essaye de s'oublier lui-même et d'amener les fils du Burundi à se réunir autour des objectifs précis pour l'intérêt du peuple burundi. C'est ça le leader. Le leader fait preuve de dépassement à un moment donné. C'est ce qui manque au Burundi. C'est pourquoi j'ai dit que la situation du Burundi se trouve dans la tête et dans le comportement social et culturel. Alors donc vous pensez que Benjamin Nkapa doit leur proposer, par exemple, un gouvernement de sortie de crise? Oui, tout le monde s'assoit, tout le monde vient, on compose un gouvernement. C'est le chef qui doit donner le cap. Ici, en 1990, le président Mathieu Kérékou a fait preuve de dépassement pour aller à la conférence nationale des forces vives de la nation. Donc, le passage d'un régime militaro-marxiste à la démocratisation, mais c'est extraordinaire. Mais c'est le peuple, c'est la mentalité du peuple. Il y a la volonté populaire qui pousse les dirigeants à... Exactement. Aujourd'hui, Nkurunziza dites-moi quel peuple vous avez et je vous dis quel dirigeant vous aurez. Mais Nkurunziza dit qu'il y a une partie du peuple qui le soutient. Non mais c'est ça, c'est la manipulation. Ce peuple-là, est-ce qu'en votant même, ce peuple-là a les instruments d'appréciation du vote? C'est ça le problème. Mais c'est le jeu de la démocratie. Nous sommes dans un processus en Afrique. Oui. Nous sommes dans donc, un processus. Selon vous, il ne faut pas considérer la démocratie à l'occidentale. Non, il faut une démocratie tropicale. Non, je n'ai pas dit ça. Oui. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Oui. Mais en Afrique d'une manière générale, tu sais, toutes ces multitudes de l'opposition-là, on pouvait s'en passer. Prenez le Bénin et le Sénégal, nous avons plus de 250 partis politiques. Ça sert à quoi? Réellement, c'est pour le peuple, ça. Ça a participé à l'animation de la vie politique. Je voudrais dire, est-ce que c'est pour le peuple, ça? Le peuple ne peut... C'est-à-dire que ce n'est pas des projets de société. Il y a 250 projets de société dans nos démocraties. Ah ben chacun voit... Ces cadres, ces dirigeants-là, ces cadres et ces intellectuels-là, ce sont eux qui sont en train de diviser l'Afrique, qui sont en train d'amener pas mal de problèmes. Et le peuple, en réalité, n'est qu'utilisé et victime des systèmes. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il parle au nom du peuple. Je voudrais que Nkurunziza, n'est-ce pas, revienne en arrière et que l'opposition revienne en arrière pour l'intérêt supérieur
de la nation burundaise. De la nation burundaise. Donc là, Mabalo, le forfait est consommé. Nkurunziza est président, pour le veuille ou non. Oui. Est-ce qu'il n'est pas mieux de préconiser un gouvernement de sortie de crise si vous avez souvenance des débats que nous avions pris l'habitude de mener ici, longtemps martelé, Nkurunziza doit partir. C'est un spécimen. C'est un spécimen à étudier, mais il a réussi son coup aujourd'hui. Il est confortablement installé à la tête du Burundi. Et j'ai l'impression que, puisqu'on a ouvert une information judiciaire contre son pays, puisqu'il y a des menaces à un certain niveau, il a envie de faire bonne figure. Bonne figure en autorisant qu'on ait d'abord des casques bleus chez lui à un certain moment, et ensuite une parodie de dialogue. Pour moi, c'est une parodie de dialogue, et je ne pense pas que le président Nkurunziza ait envie vraiment de partager le pouvoir avec qui que ce soit. Je n'ai pas du tout ce sentiment. Non, il reste président. Peut-être peut le laisser des postes. Non, mais il est un président fort, très fort. Vous comprenez? Et donc, dans un contexte pareil, il ne peut que s'imposer un peu au médiateur. C'est la lecture que j'ai. Alors, je ne sais pas si le gouvernement d'union nationale serait une solution au Burundi. Je pense que M. Nkurunziza a un mandat. Qu'on le laisse gérer son mandat, et s'il y a une forme de le faire partir à un moment donné, qu'on examine cette forme-là, mais si on le laisse, le problème... On aura toujours des mouvements sur le terrain, oui, mais le problème... il y aura toujours des morts. Et rien ne nous prouve qu'à la fin de ce mandat qu'il veuille changer la Constitution. Mais le président Nkurunziza, pour moi, est intraitable. Moi, je pense qu'il est intraitable. Il faut voir son parcours. C'est un maquisard. Vous savez d'où il est sorti. Il faut même le voir dans sa démarche. Quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il est à l'aise. Il s'en fout complètement. Et donc, quand vous avez un dirigeant qui est dans cet état d'esprit, même le dialogue, pour moi, c'est du cinéma. Il va aller jusqu'au bout. Maintenant, si il y a la nature qui règle certains comptes aussi, si des lois naturelles en venaient à en décider autrement pour le Burundi, eh bien, ce serait bien pour ce pays. Seulement que c'est dommage pour les populations. Et je suis d'accord avec vous, Monsieur Lamine Cissé, que les peuples africains, malheureusement, souffrent le martyre. Merci, donc, Mabalo, merci, Lamine Cissé. Madame, Monsieur, c'était le premier débat de ce jour. Sans transition, notre deuxième sujet à décrypter en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on s'achemine vers un bras de fer tendu, pouvoir opposé? La tâche semble de plus en plus corsée pour ce médiateur togolais, Edem Kodjo, l'ancien secrétaire général de l'Union africaine, dans cette crise et pour cause. Après l'annonce des manifestations de l'opposition pour dénoncer l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a autorisé le président Kabila à rester au pouvoir à la fin de son mandat, si les élections n'étaient pas organisées pour son remplacement, ce sont les pro-Kabila qui sont montés au créneau. Ils ont tenu des mots durs à l'égard de l'opposition et de la communauté internationale. Que promettent alors les jours à venir en RDC? Retrouvons la réponse de nos invités après cette virgule. Lamine Cissé, la crise en République démocratique du Congo, est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire que nous sommes en train de foncer droit dans l'impasse politique en RDC? Cela ne devait pas être fait, d'autant plus que la Cour constitutionnelle est une institution. Au Bénin, c'est l'exemple que le Bénin... Vous voulez dire que la Cour constitutionnelle congolaise a raison? Non, mais qu'il ait raison ou pas, c'est une institution. Son rôle, c'est de trancher. Et ces décisions sont sans recours? Mais évidemment, parce qu'en fait, il faut qu'on soit discipliné soi-même. C'est extrêmement important. C'est pourquoi j'admire le peuple, le Bénin. Quand la Cour constitutionnelle, que vous soyez d'accord ou pas, vous vous rangez derrière la Cour constitutionnelle. Oui, même si, nos institutions... Même si la décision aujourd'hui mais qu'est-ce qu'il faut faire? La justice, nos justices normales sont en train de se tromper sur des dossiers. Est-ce que qu'est-ce qui vient pour faire la Cour constitutionnelle? Nos juges sont en train de se tromper sur la Cour des sages. Oui, mais je ne refuse pas. Mais quand même, vous savez, je crois que la force de nos institutions tient du respect que nous donnons à nos institutions. À la décision. Voilà, leur décision. C'est extrêmement important. La justice, elle est là pour être faite. Si elle est faite, mais quelle que soit la situation. Je crois que le peuple devait se ranger derrière. Parce que moi, je ne vois pas qu'on aille jusqu'aux élections prochaines et qu'il y ait un vide juridique. C'est le chaos total qui va s'installer en RDC. OK? Donc moi, je pense qu'il faut qu'une certaine opposition regarde un peu les choses en face et... Donc pour vous, nous ne sommes pas dans l'impasse. La Cour a bien fait de prendre cette décision. Non, je ne dis pas qu'il a... Cela facilitera la tâche. Je ne dis même pas qu'il a bien fait. Parce que quand la Cour juge que
à la fin de son mandat, si l'élection n'a pas pu être organisée, parce qu'il y a tellement de contraintes, il y a tellement de conditions pour organiser les élections, s'il se rend compte qu'à la fin du mandat du président, pour éviter un vide juridique, il anticipe. Oui, mais pourquoi, pourquoi vouloir que le président en exercice reste? On aurait pu remettre au président du Sénat ou au président de l'Assemblée nationale, comme cela se fait dans les autres pays africains. Oui, mais c'est ce qu'ils ont choisi, eux. Donc vous pensez qu'on doit respecter? Non, mais il faut respecter les décisions. Doit être respectée. Exactement. Donc, je ne suis pas d'accord. Je suis même surpris. Je suis même surpris par l'argumentaire de M. Amin Cissé. Oui, parce que les cours constitutionnels africaines, pour la plupart du temps, sont là d'abord pour défendre le peuple. La Cour n'est pas là pour entériner le règne de l'injustice. La Constitution de la République démocratique du Congo est claire par rapport à la situation de vide juridique. On ne peut pas. Le président a un mandat. Il a prêté serment pour un mandat. Et ce qui est bizarre dans ce pays, c'est quoi? C'est qu'on a vu clairement le manque de volonté de M. Kabila d'organiser les élections. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas les moyens d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Il y a un problème. C'est vrai que le pays est riche, mais c'est aussi vrai que ce sont les partenaires techniques et financiers qui financent pour la plupart du temps les élections en Afrique. Et donc, s'il n'y a pas la volonté d'aller vers les élections, ça veut dire que la Cour constitutionnelle, à un moment donné, a été complice du pouvoir en place. Le Sénat peut prendre justement la relève, tout comme on peut trouver une transition. C'est sûr qu'il y a de très grands juristes dans ce pays qui peuvent régler ce problème. Moi, j'ai le sentiment qu'on a envie de maintenir le président Kabila au pouvoir. Et lorsqu'on dit que c'est jusqu'à ce qu'on ait la possibilité d'organiser les élections, ça veut dire que c'est même intemporel. Ça veut dire que le président, tant qu'il n'a pas les moyens d'organiser les élections, il peut être là. Il peut rester. Il peut être là. Pendant 10 non, mais ans, il y a quand même un problème. Moi, je pense qu'il qu'il faut encadrer ça. C'est important. En Côte d'Ivoire, si on a eu des problèmes, c'est à cause de la Cour constitutionnelle ivoirienne. Il y a des pays dans lesquels on a eu des problèmes à cause des différentes cours. Au Bénin, vous avez pris l'exemple du Bénin. Est-ce que le président de la Cour constitutionnelle du Bénin pouvait faire autrement? Il y a la veille citoyenne. Les gens veillaient au gré. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Donc moi je pense que si on tient le raisonnement de M. Amin Cissé, on va entériner beaucoup de désordres venant des différentes cours qui ne sont pas, qui sont des fois monocolores. Qui sont composés même des hommes. On sait très bien comment c'est composé. Alors, donc il faut remettre en Amin cause Cissé tout a ça. une réaction. Mais oui, une très vive réaction d'ailleurs. Parce que c'est partie des expériences sur le terrain. Prenez le cas du Sénégal. Le président Ouad de la Cour constitutionnelle a dit qu'il peut faire un autre mandat parce que c'est une nouvelle constitution. Mais la population est sortie dans la rue. Et moi, à mon On a révisé d'abord la constitution. Non, moi, à mon humble avis, il avait raison. Oui, mais après, le peuple a décidé autrement. Mais voilà, mais il faut ici, aller... dans le cas de la RDC, on n'y a ne pas une donne nouvelle même constitution. pas une possibilité au peuple de décider. C'est le contexte RDC qui... C'est-à-dire que je voudrais que vous faites, que les politologues, nous, les médias surtout, qu'on fasse attention. Il ne faut pas analyser le contexte RDC comme le contexte béninois ou sénégalais. Il faut les analyser dans leur contexte. Oui, mais aujourd'hui, le contexte RDC, quelle est sa particularité? Très bien. C'est un président qui a fini son mandat, qui ne veut pas partir. Ce n'est pas cela? Je crois que la Cour constitutionnelle est mieux avisée de mieux connaître les problèmes de RDC. Je vous donne l'exemple. Pour le cas du Togo, je vous l'ai dit, vous l'occultez. Mais pour le cas du Togo, j'étais sur le terrain. Quand on tuait, on massacrait. La CEDEAO est venue. Le contexte militaire a fait que les militaires ont dit il faut un fils de Eyadema. Sinon, nous, on va brûler le Togo. Mais qu'est-ce que vous voulez que la CEDEAO fasse? Elle était obligée de replier. Mais alors, avec le temps, est-ce que les militaires n'ont pas raison? Quelle est l'opposition à cette époque qui pouvait mettre le Togo sur les rails, mener la transition démocratique et créer une transition démocratique dans la paix et qui pouvait mettre à la retraite les généraux? Le Togo, vous pensez qu'aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, il n'y a pas eu une opposition qui soit capable de prendre les rênes et pour conduire... Non, d'abord, je voudrais que vous voyez la dimension de la République du Togo. Par le père Eyadema, par le père Gnassingbé, de 40 ans. 30 ans, voilà.
Alors, mais moi, j'étais partisan des gens... Mais la RDC, aujourd'hui, il a fait un mandat démocratique. Non, je ne refuse pas, mais voyez son contexte historique récent. La RDC est encore un pays très fragile en Afrique. Mais très fragile. Mobutu aurait pu faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Comment ça? Mobutu aurait pu Mobutu dire... avait combien d'années? Il a fait plus de 20 ans et il a accepté, il a fini par fuir. Mobutu, c'est depuis l'indépendance. Mobutu a duré au pouvoir. Oui, il a fini par mais cela a un aspect positif. Aujourd'hui, la RDC fait plus de 85 fois la Belgique, plus de 8 fois la France. C'est un continent, la RDC. C'est pour cela qu'il faut rester... C'est dans une frontière. Le travail de Mobutu, c'est ça. Il a pu conserver la RDC intacte qui n'est pas morcelée, avec toute la balkanisation qui est faite de l'Afrique. Donc il y a un aspect positif de la gouvernance de Mobutu. Malgré ce maintenant, travail abattu par après Mobutu, toutes ces guerres-là... Il n'a pas voulu imposer son fils. Pardon? Il a accepté fuir. Qui c'est? Mobutu a accepté fuir. Il a laissé face à la rébellion. Il a laissé Mobutu est allé en défaite. Il a échoué. Voilà. Mobutu a échoué. Il a échoué. Mobutu a échoué. Ce que je voudrais tout simplement dire est que il faut qu'on analyse les problèmes de nos pays dans les contextes des pays. Et qu'on analyse avec la froideur et être sur le terrain pour voir quelles sont les implications qui ont amené les décideurs à décider. Parce que moi, je dis la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, si j'étais l'opposant au Congo, et prenne cette décision, je prendrais acte. Et vous ferez quoi par la suite? Mais je prendrai acte. Non, je me battrai pour que la démocratisation... Comment pouvez-vous vous battre? Puisqu'on dit la Cour, les décisions de la Cour sont sans recours, et vous-même vous dites qu'il faut respecter les décisions de la Cour. Je ne contesterai pas les décisions d'une institution que moi-même, en tant qu'État, j'ai librement choisi. Vous battre comment, là? Mais je me bats politiquement. Parce que le processus de démocratisation, c'est une lutte de longue haleine. La lutte politique, justement, c'est pas les médias, c'est pas les sorties, c'est pas les dénonciations. Moi, j'ai quand même une réaction. Je suis d'accord qu'on contextualise le débat, mais Monsieur Lamine Cissé, vous serez plus heureux si vous étiez dans un contexte hors africain. Nous sommes dans le contexte africain. Oui. Et nous savons les rôles que les différentes cours constitutionnelles jouent dans nos pays. Et ça, c'est une réalité. Vous pensez que le président Kabila, dans ce contexte-là, va organiser les élections? Vous pensez non, vous pensez... On attend de voir, là. Oui, mais le temps, là, c'est que, en fait, c'est lui qui gagne du temps. Et le Congo en même temps... Et le Congo oui, mais ce n'est pas... Le Congo, il y a eu d'abord révision constitutionnelle au Congo. Mais ici, il n'y a pas eu de révision de la Constitution. C'est la même qui est là. Et donc, s'il y avait eu révision de la Constitution et qu'on était dans une nouvelle République, on aurait compris le comportement du président Kabila. Alors, le problème, c'est quoi? Laissez-moi, je vais aller jusqu'au bout. La conséquence, c'est que nous risquons de tomber dans un désordre en République démocratique du Congo. Parce que là, si l'opposition réagit telle qu'elle promet de réagir, à partir du 26, il y aura justement... Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Vous connaissez le mot de fonctionnement. On va matraquer les gens. Il y aura une résistance. Et il y a déjà deux camps qui se sont cristallisés. Moi, je crains personnellement, et ça, c'est vraiment mon intime conviction, je crains que cette décision de la Cour n'amène le désordre en République démocratique du Congo et que finalement, on ne se mette qu'à compter encore et encore des morts. Et ça va être dommage. Il y a des forces... Vous voyez des tensions en vue à partir du 26 mai, l'opposition qui annonce des manifestations, le camp Kabila qui répond, qui est prêt justement à répondre. À quoi on risque d'assister? Exactement. C'est-à-dire que moi, en fait, de loin... Quand je regarde la situation du Congo, je me dis, bon, il y a des forces occultes qui sont derrière. Parce que ces forces occultes, ces mêmes forces occultes ont permis à l'autre Congo qui est à côté, parce qu'il y a le pétrodollar, etc., de manipuler et de rester encore plus de 50 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ont joué le jeu. Mais là-bas, dans l'autre force démocratique, puisque le pays, c'est la Chine, etc., c'est-à-dire qu'il y a des enjeux économiques tapis sur l'ombre, qui crée qui manipule. Il faut que Kabila parte parce qu'il ne fait plus le jeu. Non, je viens. Parce que vous voyez, il y a des forces tapis dans l'ombre. Il a fait ses deux mandats démocratiques. Je ne refuse pas. Qu'il y ait des forces ou pas, il a fini démocratiquement. Je ne refuse pas. Vous savez, nous sommes en Afrique et il y a des réalités, n'est-ce pas, qui... Il y a la réelle politique. Quand on va vers ces réalités-là, on risque de casser. Ouais. Je crois que moi, je fais confiance à la Cour constitutionnelle qui a pris cette décision pour dire quand il y aura un vide, il n'y aura pas de vide juridique, on prolonge le mandat de Kabila pour pouvoir avoir le temps d'organiser. Cette même Cour constitutionnelle peut prendre ses responsabilités.
Pourquoi ne pas faire confiance? C'est ça mon problème. Parce que moi, je ne vais pas aller à l'encontre de la décision d'une institution, parce que tout simplement, quel est le pourcentage de population qui se met dans la rue pour manifester? D'ailleurs, quand on parle de peuple, le pourcentage c'est combien? Parce qu'on a vu au Burkina, le peuple s'est soulevé, le président est parti. Mais là-bas, là, un peuple, quand il se soulève, le président, aucun président ne peut tenir. Mais quel est le peuple, le pourcentage de population? C'est ça, on fait des analyses qui ne sont pas pragmatiques. On fait des analyses partielles. On utilise toujours le peuple pour se défendre. Quel peuple, en fait? Alors, dites-nous, comment est-ce que vous voyez la tâche du médiateur? Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, voilà, la tâche du médiateur, il est dans une position confortable? Très bien. Moi, je pense qu'il y a une base de négociation. La base de négociation, c'est déjà une institution de la République qui a pris une décision. À partir de cette décision-là, il faut amener l'opposition à s'asseoir à la table de négociation avec Kabila pour dire qu'ils prennent des engagements par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle. La décision de la Cour est claire. Il reste au pouvoir. Tant qu'il n'y a pas d'élection. Non, il faut maintenant. Non, ouvert, non, limites. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on aille aux élections? Il faut que l'opposition soit assez responsable pour venir à cela, pour dire à Kabila, réellement prendre des engagements par rapport à tout ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'il faut pour aller aux élections? Parce que les listes ne sont pas prêtes, il y a beaucoup de choses, le découpage, il y a tellement de choses que quand on organise des élections aujourd'hui en RDC, ce serait vraiment du n'importe quoi. Alors, s'il ne respecte pas la Constitution, vous pensez que c'est un engagement pris qu'il va respecter facilement? Non, comme la Constitution a tranché une institution de la République, je crois qu'il faut que l'opposition donne un modèle, aller vers la négociation. Il y a un Edem Kodjo qui est là. Je crois qu'autour de la table, il faut que l'opposition pose ses conditions de l'applicabilité de cette décision de la Cour. Que ça soit clair et que ça soit écrit. Et qu'eux tous, ils se donnent la main pour vraiment aller vers une démocratisation. Ça, c'est l'idéal. Donc, la Mabalo, je ne pense pas qu'il puisse se donner la main, comme vous le dites là, dans des circonstances pareilles. Moi, je le pense sérieusement. Et puis, ensuite, la situation actuelle de la République démocratique du Congo, qui l'a voulu, c'est le président Kabila qui dirige le pays depuis 15 ans et autres. Mais si aujourd'hui, les élections ne sont pas des événements imprévus, les élections sont prévues. Et donc, pour le financement d'une élection, il suffit de s'organiser si on a la volonté. C'est ça le problème. Donc, si les gens n'arrivent pas à organiser une élection, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas préparés pour, donc ils n'ont pas eu la volonté de le faire. Et quand vous parlez de contextualisation du débat, je suis peut-être d'accord avec vous, mais vous voyez, il y a une chose qui est fondamentale, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas justifier nos propres turpitudes par des forces occultes ou des forces extérieures. Les forces extérieures ne peuvent avoir de puissance sur vous que c'est vous-même, vous prêtez flanc à cela. Pourquoi est-ce que dans le débat du Burundi, vous n'avez pas vu des forces occultes derrière le président Nkurunziza? Et vous avez dit que c'était un problème socio-culturel. Donc ça veut dire que déjà à l'intérieur des pays africains, nous avons les solutions à nos problèmes. Oui, d'accord. Mais dans le RDC, c'est une mine d'or. Dans le cas du Congo dont vous parlez, il y a eu au moins révision de la Constitution. Et le président Sassou Nguesso s'est battu pour réviser la Constitution en sa faveur. Ça lui a permis de continuer. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Là. Bon, écoutez, alors, vous savez, c'est très important la de mission, le dire, parce qu'il y a une opposition qui se bat. Edem Kodjo va s'en sortir dans ces conditions? Je ne sais pas s'il va s'en sortir. Je ne peux pas présager de ce que sa médiation sera. Mais il a fort à faire, parce que de toutes les façons, il a M. Kabila qui visiblement a envie de continuer. Et il y a l'opposition. Et puis n'oubliez pas que M. Katumbi quand même a des ambitions et les moyens de ses ambitions. La persécution qu'on est en train de faire sur M. Katumbi, mais on le rend populaire. Il a envie de diriger la RDC et c'est clairement connu. Donc comment est-ce que le médiateur Edem Kodjo va réussir à concilier les positions pour que les deux camps aillent main dans la main comme vous le préconisez? Moi je ne vois pas d'issue. Non, c'est possible. Je pense que le Congo est très grand. Oui, mais il faut organiser les élections. Parce que la décision de la Cour constitutionnelle, c'est une décision, comme on dit vulgairement, une décision bateau. Et elle est là. Merci donc la Mabalo, merci Lamine Cité. Madame, monsieur, ce sera tout pour notre deuxième décryptage de ce jour. Avant de retrouver la suite de cette émission, un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information. Un avion d'Égypte Air reliant Paris au Caire avec 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français, a disparu des écrans radars ce jeudi avant l'aube. L'appareil avait décollé de l'aéroport français de Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris, à 22h45 et devait atterrir au Caire.
32 membres des forces du gouvernement libyen d'Union nationale ont été tués mercredi dans un attentat à la voiture piégée. Les forces du gouvernement d'Union et celles du gouvernement rival basé dans l'est du pays et fidèles au général Khalifa Haftar sont engagées dans une course de vitesse pour être les premières à lancer l'offensive visant à chasser l'État islamique de son fief de Sirte, situé à 400 km à l'est de... 5 casques bleus tchadiens au Mali ont été tués mercredi et 3 autres ont été blessés grièvement lors d'une embuscade dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays, a annoncé jeudi la mission de l'ONU MINUSMA. Dans un communiqué, la mission de l'ONU a précisé que ces soldats appartiennent au contingent tchadien. Le décryptage se poursuit sur Sika au Burkina Faso pour dissiper le flou autour de ce sujet qui fait depuis quelques jours l'actualité dans la capitale Ouagadougou. Le parquet militaire a dû sortir un communiqué mardi dernier pour démentir l'annulation du mandat d'arrêt international contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré dans le dossier Thomas Sankara. Qu'est-ce qui justifie autant d'embrouilles dans ce dossier? La réponse de nos invités après cette virgule. Le débat se poursuit avec Lamine Cissé, écrivain, consultant en communication, et donc Lamabalo, journaliste et directeur de la Radio Soleil FM. Lamine Cissé, on a l'impression qu'il y a une vraie embrouille autour des gros dossiers judiciaires en instance au Burkina Faso depuis l'arrivée au pouvoir du président Kaboré. Aujourd'hui, on parle du mandat d'arrêt existant ou non. Est-ce que cela a été levé? Il y a vraiment de l'embrouillamini. Qu'est-ce qui justifie autant de passion dans ce dossier, dans les dossiers judiciaires en général dans ce pays? Je l'appelle de l'hypocrisie politique. On appelle ça de l'hypocrisie politique. C'est-à-dire? En Afrique, on a toujours voulu montrer qu'on est nouveau alors qu'on est ancien. Qu'est-ce qui est nouveau au Burkina Faso? Le président. Il est nouveau? En réalité, non. Il faut qu'on analyse les faits. Bon, vous pensez au Burkina, il n'y a pas de révolution. La révolution, c'est le peuple qui fait la révolution. Mais c'est les partisans de Blaise Compaoré qui ont créé cette révolution et l'ont fait partir. Et c'est eux qui sont au pouvoir. Le président actuellement, quelles sont les différentes fonctions qu'il a occupées au Burkina Faso? Quand même, s'il vous réveille aujourd'hui le spectre Thomas Sankara, mais il doit être interrogé lui-même. Parce qu'en fait, si c'est un assassin qui a gouverné le pays pendant plus de toutes ces années-là, il a gouverné avec des gens qui l'ont applaudi. Tout à fait. Ils ont partagé les postes de responsabilité, etc. Je crois que nous avons besoin de paix dans la sous-région. Quand on est allé aux élections tout à l'heure, là, les élections passées, là, le parti de Sankara a eu combien de pourcents? C'est à peine 2%. Est-ce que le cas Sankara est un contexte africain actuellement? Est-ce que ça rentre dans la dynamique aujourd'hui de la politique? Il faut régler ça autrement, pas la chasse aux sorcières. Nous voulons que la vérité soit faite, nous voulons que la lumière soit rétablie. En tant que panafricain, Thomas Sankara jouant un rôle vraiment, c'est mon idole, que j'aime beaucoup, que j'apprécie, je l'écoute tout le temps. C'est un exemple, une référence africaine. Pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Mais est-ce que, en gérant le pays, il ne faut pas te rendre compte que de certaines fragilités pour ne pas aller vers le gouffre? Nous avons Boko Haram, nous avons beaucoup de problèmes à nos frontières, l'insécurité, etc. Je crois que ce n'est pas le moment. Donc vous pensez que c'est du dilatoire aujourd'hui? Tout ça là, c'est pour ralentir le dossier? Pour moi, les nouvelles autorités burkinabèses, les nouvelles autorités burkinabèses, ils doivent faire preuve de modestie et de travailler pour le développement économique du peuple burkinabé. Aujourd'hui, c'est ça la priorité. Vous pensez que ces autorités sont pour que la vérité éclate dans ce dossier, ou bien on essaie de camoufler? Mais ce n'est pas eux. Ils n'ont qu'à attendre une nouvelle génération d'hommes politiques qui viendront, qui chercheront. Mais ce n'est pas le président là qui est là, qui devait chercher à clarifier cette situation-là. Le collaborateur pendant plus de Blaise Compaoré. Pendant plus de 20 ans. Non, mais quand même. Ça dit que je ne comprends plus rien. Non, vous devez comprendre. Donc, monsieur Lamine Cissé, vous devez comprendre. Non, moi, je pense qu'il y a eu révolution au Burkina Faso. Il y a même eu une révolution populaire volée
par des anciens partisans de Blaise Compaoré et même tout ce que vous voulez. Mais le peuple est sorti dans la rue. Et pour moi, c'est aussi clair que ça. Vous avez tout à l'heure, dans un autre débat, voulu que les peuples africains prennent leurs responsabilités. Et le Burkina Faso, pour moi, est un exemple de prise de responsabilité du peuple. Première chose. Deuxième chose, si on a retiré le mandat d'arrêt, puisque c'est le débat, c'est parce qu'on a parlé de vice de procédure. Et donc, pour moi, on ne devrait plus faire un débat par rapport à ça. On doit revoir la procédure et aller très vite. J'ai eu l'impression qu'il y a eu des manœuvres dilatoires. On a voulu distraire les gens au point où le parquet militaire aujourd'hui se trouve obligé de diffuser un communiqué pour dire que le mandat d'arrêt n'a pas été annulé. Alors, si on a l'avis du procureur militaire et que si on nous a dit qu'on a retiré le mandat d'arrêt parce qu'il y a eu vice de procédure, qu'on remette la procédure et que les mandats soient émis à nouveau pour qu'on connaisse la vérité. Mais il y a des familles de Sankara qui ont envie de savoir la vérité. Peut-être que vous n'êtes pas intéressé par la vérité. Oui, mais il y a des gens lui, qui il est veulent... intéressé, c'est son idole. Oui, d'accord, mais en même temps, il dit qu'il ne voit pas l'urgence d'aller sur ça, qu'il faut parler plutôt du développement économique du Burkina Faso. Ce débat... Oui, pas eux, c'est-à-dire moralement, sur le plan éthique et moral, c'est pas eux qui devaient faire ça. Ceux qui sont là parce qu'ils doivent rendre compte élus. Ceux qui sont là ont été élus démocratiquement. Merci beaucoup. Et c'est le peuple burkinabé qui les a choisis. Merci. Donc, il faut aller jusqu'au bout. C'est ma façon de Lamine Cissé, madame, monsieur, c'était votre émission Angle de Vue. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur SICA.